Donc bonjour à tous, merci de nous retrouver sur ce premier webinaire organisé par le Cortex pour une petite introduction à l'intelligence unicellulaire du blob. Alors, le blob, c'est cette petite masse jaune que l'on voit sur la branche qui a un aspect un peu gluant, un peu mousseux. Il a été découvert à la fin du 19e siècle. Son petit nom, c'est Physarum polycephalum, parce qu'en fait, le blob, c'est une seule cellule. C'est une seule et énorme cellule qui peut s'étendre de façon un peu infinie et qui possède énormément de noyaux à l'intérieur, qui contient toute son information génétique et qui lui permet en fait du coup de se déplacer, de vivre, de faire sa vie. Il fait partie de la famille des myxomycètes. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. C'est assez dur à se représenter parce qu'on est habitué en fait à ces règnes-là dans la vie de tous les jours, mais il en existe de nombreux autres comme des bactéries, des myxomycètes donc. Et le blob est considéré comme intelligent mais sans cerveau. On voit bien qu'il ne possède pas de neurones, il n'y a pas la place pour mettre des neurones dans cet organisme-là. Mais il est quand même capable de présenter une certaine forme d'intelligence qu'on verra par la suite. Donc le blob va se déplacer par mouvement, par vagues un peu ondulatoires sur le sol, et il va se déplacer extrêmement lentement. On est dans l'ordre de quelques centimètres par heure seulement. Le blob est capable d'entrer en sclérote. Une sclérote, en fait, ça va être un blob déshydraté. Et donc là, sur l'image, enfin sur la photo, on peut voir un blob déshydraté sur du papier filtre. Et si on le réhydrate, il redevient donc entre guillemets vivant et il est capable de reprendre sa vie, où il en était, de se souvenir de ce qu'il faisait avant, de son régime alimentaire. Et le blob est considéré comme un peu immortel par le fait qu'il puisse rentrer justement dans ces phases de sclérote à chaque fois et d'en sortir facilement. C'est un organisme en fait qui est extrêmement difficile à tuer de par cette fonctionnalité-là. On est tous aussi habitués au fait qu'un animal ou un végétal possède deux identités sexuelles différentes, donc les mâles et les femelles. Le blob a 720 identités sexuelles différentes. Voilà. Donc il est capable de se reproduire, mais il est capable aussi d'être asexué. C'est-à-dire que si on coupe un blob en deux, on aura un clone du premier blob. Ce sera deux blobs identiques, mais qui pourront chacun mener leur vie de leur côté et faire leurs actions habituelles. Donc comment est-ce qu'on s'occupe d'un blob? Il lui faut déjà une température optimale de 24 degrés. Donc si vous voulez avoir un blob chez vous, je vous conseille de le mettre sous une lampe qui va le chauffer un peu parce qu'il fait rarement 24 degrés chez nous. Il déteste la lumière, il adore l'humidité. Donc à l'état naturel, on le retrouve principalement dans les sous-bois. Il aime tout ce qui va être très sucré et très protéiné. Dans la nature, il va surtout se nourrir de bactéries et de petits champignons. Si vous l'avez en captivité, vous pouvez le nourrir d'à peu près tout et n'importe quoi, mais son mets favori sur lequel il va se jeter instantanément, ça reste quand même les flocons d'avoine. Et le blob a un ennemi, c'est il craint la moisissure, et la moisissure, elle adore aussi l'humidité, donc ils peuvent se croiser assez régulièrement. Le blob est considéré comme un être intelligent parce que depuis qu'il est étudié dans à peu près les années 1980, beaucoup d'études ont été montrées ont été réalisées pour montrer qu'il avait une certaine forme d'intelligence. Donc la première, a été réalisée en 2000 par un chercheur japonais qui a du coup créé un labyrinthe. À une extrémité, il a placé un blob et à l'autre extrémité, il a placé une source de nourriture. Le blob, le premier jour, a réalisé son chemin en énormément de temps. Il a fait tous les chemins possibles avant de trouver la source de nourriture. Lorsque le chercheur a remis exactement le même blob le lendemain dans le labyrinthe, le blob a fait quelques chemins différents, mais il a trouvé la source de nourriture beaucoup, beaucoup plus rapidement que la première fois. Et enfin, la dernière fois, il n'est pas passé par 4 chemins, il a trouvé directement la source de nourriture. Et donc, en fait, ça permettait de démontrer que le blob est capable de se souvenir et de reconnaître son environnement. Et ça prouve que c'est une forme d'intelligence, là où on pensait qu'il n'y avait que
que les animaux en fait qui possédaient ceci. Donc en 2010, il a été démontré que le blob est capable de sentir le stress de ses congénères. C'est-à-dire que si on plaçait sur deux supports, donc un blob qui ne subirait rien de particulier, le blob C, et un blob qui subirait des stress comme une exposition à la lumière, une exposition à des produits chimiques, une privation de nourriture, et qu'ensuite on récupérait juste le support et qu'on le présentait à un troisième blob, le blob T. Le blob S avait sécrété donc des molécules sur son support qui permet de faire connaître au blob T le fait que ce n'est pas un support sur lequel il faut aller, c'est un support dangereux et le blob T va forcément aller vers celui qui n'avait rien subi. Donc ça démontrait en fait que les blobs sont capables de communiquer entre eux par sécrétion de molécules. Enfin, il a été démontré en 2016 que le blob est capable de communiquer, mais de façon fusionnée. Le blob N et le blob H sont deux blobs totalement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant on voit qu'il y a un petit tuyau qui passe entre les deux. En fait, le blob est capable de transmettre des informations comme cela, et ça démontrait encore une fois que le blob avait une certaine forme d'intelligence. Alors après, il y a énormément aussi d'autres études qui ont permis de démontrer cela, comme le fait que le blob est capable de refaire un réseau de métro bien plus optimisé que ceux qui existent actuellement. Le blob est aussi capable de jauger la dose de risque face à la dose de récompense qu'il va pouvoir en obtenir. Et l'une des principales chercheuses qui a démontré énormément de choses sur cet organisme, c'est Audrey Dussutour, qui est une chercheuse du CNRS. Elle est spécialisée dans le blob et dans le comportement animal. J'ai eu l'opportunité de pouvoir l'interviewer en fait lors de la sortie de son livre Moi le blob, que j'ai chroniqué pour le Cortex, donc que je vous invite à aller retrouver d'ailleurs sur le site. Cette chercheuse a permis de populariser le blob aux yeux du grand public, de par ses nombreuses expériences et aussi donc par ses livres, parce qu'elle en a écrit 2 différents, et aussi par toutes les expériences ludiques qu'elle a pu faire. En fait, elle a rendu cette petite masse gélatineuse peu ragoûtante en une bébête très attachante. Et l'un de ses plus grands exploits, c'est d'avoir envoyé le blob dans l'espace, où elle a missionné Thomas Pesquet de réaliser une expérience sur le blob. Alors, malheureusement, ce n'est pas une expérience qui pourra mener à une publication scientifique et à de résultats véritablement concrets, parce que ça coûte des millions d'euros en fait, à envoyer un blob dans l'espace, parce qu'il faut que le blob soit stérile, sa nourriture, sa boîte, il faut que la boîte soit hermétique aussi, pour pas que le blob s'échappe. Enfin bon, vous voyez l'idée. Mais ça permettait déjà de voir si le blob était capable de survivre en fait, dans l'espace. La première étape était donc de sortir les blobs de leur dormance en les réhydratant. Donc Thomas Pesquet devait réhydrater les blobs. Dans leur boîte, il y avait une caméra qui permettait en fait de filmer les blobs et de voir comment ils allaient se comporter. Est-ce qu'ils allaient se diriger vers leur source de nourriture? Est-ce qu'ils allaient réagir exactement comme sur Terre? Et en fait, l'étude a montré que oui, ils se comportent comme sur Terre, ils se réveillent, ils vont manger, et puis au bout d'une semaine, comme il n'y avait rien à faire, en fait, ils se sont rendormis. Et en parallèle de cette expérience, les blobs ont été envoyés dans des classes, dans plus de 2000 classes de primaire, collège et lycée, où les élèves devaient réaliser en fait les mêmes expériences que Thomas Pesquet afin de comparer les observations. Et donc malheureusement, comme je vous ai dit auparavant, il n'y avait pas assez de blobs envoyés dans l'espace pour pouvoir mener à une véritable publication, mais tout cela a au moins permis à ce que les élèves soient sensibilisés en fait à la science, au monde scientifique et de façon très ludique. En plus de cela, elle a réalisé autre chose, c'est qu'elle a elle a mis en place avec le CNRS une étude où chacun chez soi pouvait avoir un blob et un kit d'élevage de blobs. Et grâce à ça, vous pouviez réaliser les expériences chez vous. Les protocoles étaient téléchargeables sur le site du CNRS et il suffisait ensuite de remplir un compte-rendu et de le renvoyer à l'équipe d'Audrey Dussutour afin de mener
des expériences sur le comportement du blob dans un changement d'environnement. Et donc tout cela est encore à l'étude actuellement en fait et notamment c'est notamment pour juger l'impact du changement de température sur le blob. Et à la fin, de cette expérience, Audrey Dussutour a invité, les élèves à venir au lycée Blaise Pascal de Châteauroux afin de faire fusionner leurs blobs pour, obtenir un record du monde, le record du plus long organisme unicellulaire. Et le résultat a été de 53,9 mètres de long et il a explosé le précédent record qui était le neurone d'une baleine d'environ 30 mètres de long. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à aller suivre toute l'actualité du Cortex afin de ne louper aucun des prochains webinaires que nous pourrons faire. Les prochains auront lieu en septembre sur des sujets tout aussi passionnants que celui-ci. Et je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Alors, je vais regarder tout de suite le chat afin de voir si vous avez eu le temps de poser vos questions. Alors, excusez-moi, c'est bon, c'est ouvert. Donc, est-ce qu'il peut être empathique s'il ressent le stress de ses congénères? Alors, il a été démontré que le blob a plusieurs personnalités différentes selon la provenance d'où il vient, selon s'il vient du Japon, s'il vient d'Europe, s'il vient d'Asie, etc. Il ne va pas se comporter de la même façon face à ses congénères vis-à-vis de ça. Par exemple, celui des États-Unis va être très... comment est-ce qu'on peut dire? On pourrait presque dire presque égoïste, en fait. Il va foncer sur une source de nourriture sans laisser l'opportunité aux autres blobs d'aller se nourrir, contrairement à ceux du Japon où ils vont un peu plus ils vont se déplacer plus lentement et ils vont laisser plus d'opportunités aux autres. De là à aller dire qu'ils sont empathiques, on a déjà du mal à le déterminer pour les animaux, alors que nous-mêmes on est une race animale. Je ne sais pas si on peut dire que le blob est empathique, mais en tout cas, il est capable de ne pas laisser de nourriture aux autres pour se nourrir lui-même. Quelles sont les prochaines expériences sur le blob? Alors, les prochaines expériences prévues sur le blob sont donc tout ce qui va être analyse de son comportement face au changement environnemental, notamment face au réchauffement climatique actuel. Et aussi, en fait, du coup, de déterminer s'il est capable de survivre. Et je sais également que Audrey Dussutour est en train de voir s'il est possible de renvoyer le blob dans l'espace pour pouvoir faire plus d'expériences qui pourraient mener même à plus d'informations liées à ça. Oui, peut-on en voir dans la nature? Oui, oui, on peut tout à fait en voir dans la nature, en fait. Si on va se balader dans n'importe quelle forêt de France et qu'on cherche un peu du côté humide, c'est-à-dire vraiment faut aller dans les sous-bois, on peut en croiser, on peut même en voir des fois dans son jardin si on a un environnement qui est suffisamment propice à cela, oui. Alors, ceux que l'on trouve en France viennent d'où? Quelle est leur origine? Il y a une souche en fait qui est de type européenne et donc on va retrouver celle-ci et on va aussi beaucoup retrouver une qui est australienne par le fait, un peu comme toutes les espèces en fait qui finissent par être arrivées dans un endroit qui ne leur était pas endémique à la base. C'est par transport et par avion, par bateau, voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser dans le chat. Si, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois que Marina est en train de poser une autre question. Combien de temps est-ce que le blob peut vivre? Alors, il n'a pas vraiment d'âge défini en fait, parce que comme je le disais, il peut très facilement se dessécher et lorsqu'il se dessèche, il peut rester plusieurs mois à plusieurs années en sclérote. En laboratoire, à moins 80 degrés, il se conserve vraiment très 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 longtemps. Dans la nature, il va se réhydrater beaucoup plus facilement et revivre en fait, et il peut alterner ses phases de sclérote et de vie très facilement et de nombreuses fois. Pour le tuer, il faut vraiment le brûler, même en l'écrasant, ça marche pas forcément. Faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de nourriture ou qu'il soit resté trop longtemps en sclérote. On va parler de plusieurs années, peut-être 2 ou 3 ans en sclérote pour qu'il ne survive plus. Alors, est-ce qu'il respire? On ne sait pas particulièrement comment est-ce qu'il vit de ce côté-là. On sait qu'il a besoin de nourriture, d'oxygène, on suppose, mais on n'a pas encore pu déterminer comment est-ce qu'il réussissait véritablement à respirer. On va désormais clôturer ce webinaire sur le blob. Je vous invite à, si vous avez encore des questions, à nous les envoyer par mail, par message. On est ouvert. Je vais juste lire la dernière question que je vois. Donc, si on en élève un, c'est comme une plante, un être vivant, on doit s'en occuper pour toujours. Alors oui, il faut s'en occuper exactement comme un animal, comme une plante. Mais par contre, vous pouvez le faire entrer en sclérote si vous voulez et le récupérer que plus tard. Il survit très bien comme ça. Donc, je vais désormais clôturer ce webinaire. Je vous invite à suivre l'actualité du Cortex pour pouvoir voir les prochaines fois où nous réaliserons du coup des webinaires qui seront tous dès septembre. Et afin d'avoir de plus de possibles de sujets vulgarisés comme ceci. Mais le mieux reste tout de même de faire des ateliers en visuel avec des jeux, des gens en face de vous qui vont vous expliquer et prendre le temps de vous expliquer tout cela. Et je vous invite à aller checker le site du Cortex afin d'avoir toutes les informations nécessaires pour cela. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée à tous.